Bonjour, je suis Edwige Noirfalis de Buildwise. Dans ce webinaire, je vais vous parler de l'action du vent en toiture plate. Le vent qui arrive sur un obstacle comme un bâtiment doit le contourner, ce qui crée des mouvements comme des turbulences, des tourbillons, et en particulier en toiture plate, des efforts d'aspiration, de dépression, qui vont provoquer ce type de phénomène, soulèvement de l'étanchéité, le déplacement du lestage ou, dans certains cas extrêmes, après des tempêtes par exemple, l'arrachement complet du complexe toiture. C'est donc important de bien évaluer cet effet du vent sur les toitures plates. Pour ce faire, il y a une certaine approche à suivre avec différentes étapes. Le vent en toiture plate exerce donc des dépressions dont l'importance dépend de différents paramètres. La localisation, se situe-t-on en pleine ville ou proche de la côte par exemple, la hauteur du bâtiment, la surpression dans les locaux, liée à l'étanchéité et la perméabilité du support également, la position sur la toiture. Les dépressions seront différentes en zone de rive ou d'angle par rapport au reste de la surface de toiture. Pour étudier le comportement au vent d'une toiture plate, il y a 3 étapes à suivre. Tout d'abord, déterminer les dépressions dans les zones courantes de rive et d'angle. Ensuite, déterminer les dimensions de ces zones de rive et d'angle. Et enfin, vérifier si la résistance du complexe choisi est suffisante ou choisir un complexe dont la résistance est suffisante par rapport aux efforts du vent. Pour déterminer les dépressions, on peut réaliser un calcul détaillé selon l'Eurocode vent et son annexe belge. C'est réellement un travail de spécialiste, de bureau d'études qui doit se réaliser lors de la conception. C'est pas la responsabilité de l'entrepreneur de toiture. Pour aider à ce calcul, il existe une antenne norme que vous pouvez trouver sur le site de Buildwise dans la rubrique normes et réglementations, antenne norme Eurocode, où vous pourrez trouver du support et des outils pour aider à ce type de calcul. Nous avons également, avec Buildwise, différents documents et outils à disposition dont je vais vous parler dans la suite de ce webinaire. Parmi les documents, l'un d'eux est la unité 280 au sujet de la toiture plate, qui reprend un chapitre 2, exigences de conception, dans lequel on trouvera un paragraphe consacré à l'action du vent, qui explique le calcul. Et puis, dans l'annexe 1, on retrouve des tableaux avec des valeurs de dépression sur les toitures plates. Dans ce tableau, pour pouvoir utiliser ce tableau, ou plutôt ces tableaux, parce qu'il y en a différents, il y a différents paramètres qu'il faut connaître pour aller chercher les valeurs dans les tableaux. Parmi ces paramètres, la vitesse de référence du vent, la hauteur de la toiture, la catégorie de rugosité du terrain, la zone de la toiture, angle, rive ou partie courante 1 et 2. On va retrouver la perméabilité à l'air du support, mais aussi des façades. Et puis, la présence éventuelle et la hauteur des acrotères. Je vais parcourir tous ces paramètres un par un pour vous aider à pouvoir utiliser correctement ces tableaux. Tout d'abord, la vitesse de référence du vent, qui va déterminer lequel des 4 tableaux on doit utiliser. C'est assez simple, ça dépend de la localisation du bâtiment dans le pays. Le pays est divisé en 4 zones avec différentes vitesses de référence du vent. Donc, lorsque je regarde où je me situe, je vais pouvoir savoir quel tableau utiliser. Ensuite, la hauteur de référence pour le calcul du vent, ZE, c'est la hauteur de l'obstacle que le vent doit franchir. Donc, la hauteur du bâtiment, parfois adaptée avec une hauteur H10, par exemple, en cas de dénivellation entre les différentes façades du bâtiment. Lorsqu'on se situe en ville, on va pouvoir réduire la hauteur pour tenir compte de l'entourage du bâtiment et de la hauteur des obstacles qui s'y trouvent. Ou lorsqu'on se situe en bord de mer où il faut tenir compte d'une hauteur supplémentaire qui correspond au cas où la marée est basse, ce qui laisse plus de possibilités au vent de se développer.
Un autre paramètre est la catégorie de rugosité de terrain, qui décrit en fait le type de zone et la possibilité que le vent a de se développer, de prendre de la vitesse. Elle sera la plus sévère en zone 0, qui correspond à une mer, zone côtière, donc avec peu ou pratiquement pas d'obstacles. Zone 1, avec un peu plus d'obstacles, vraiment, enfin, une végétation négligeable et peu d'obstacles. Et puis, on augmente avec zone 2, 3, pour arriver à la zone la moins critique, qui est la zone 4. Vraiment une zone urbaine avec, une zone urbaine avec une couverture régulière d'obstacles de bâtiments. La catégorie de rugosité de terrain dépend de la situation du bâtiment, de sa hauteur et de son orientation. Pour déterminer cette catégorie, on doit examiner une zone d'un rayon de X mètres autour du bâtiment. Pour déterminer ce X, vous trouverez dans la unité 281 graphique, dans lequel, en fonction de la hauteur du bâtiment, vous pourrez facilement retrouver donc le rayon du secteur angulaire X à considérer. Ici, par exemple, pour une hauteur de 60 mètres, il faut regarder 3000 mètres, un rayon de 3000 mètres autour du bâtiment. Dans cette zone autour du bâtiment, on va détecter la zone la plus défavorable qui sera qui s'appliquera à tout le secteur. Pour vous aider, nous mettons également à disposition un logiciel Category Interactive, c'est INT, que vous pouvez trouver sur le site de Buildwise dans la rubrique Outils de calcul, comme vous voyez ici. C'est une sorte donc de cartographie dans laquelle vous pouvez renseigner l'adresse du bâtiment, la hauteur, et vous pourrez alors visualiser ce rayon de X mètres autour du bâtiment. Vous pourrez faire tourner le secteur angulaire pour trouver la zone la plus défavorable, comme ici par exemple pour le bâtiment de Buildwise à Limlet. On voit une zone vraiment avec un champ qui peut donc se retrouver libre d'obstacles. On est alors en zone 1. Un autre paramètre à examiner pour utiliser les tableaux, c'est l'étanchéité à l'air du support de toiture et des façades. Par support étanche à l'air, on entend un béton coulé in situ, par exemple, qui est un matériau continu, ou des éléments préfabriqués avec un béton de seconde phase ou avec un jointoiement entre éléments. Est considéré comme étanche à l'air également tout type de support sur lequel on vient appliquer un pare-vapeur continu adhérent qui va rendre ce support étanche à l'air. Par support perméable à l'air, on entend les éléments qui ne sont pas jointoyés, donc des éléments en bois, tôle d'acier ou préfabriqués. Pour ce qui concerne la perméabilité des façades, on va distinguer le cas d'un bâtiment avec ou sans façade majoritairement perméable à l'air. Cela conduit à différentes combinaisons de 1A à 3 selon la perméabilité à l'air du support et des façades. Le cas 1A correspond à un support perméable avec une façade 2 fois plus perméable que les autres, cas 1B 3 fois plus perméable. Le cas 2 correspond à un support perméable avec des façades à perméabilité uniforme. Et le cas 3 correspond à un support imperméable à l'air. Dernier paramètre à examiner, c'est la présence et la hauteur relative par rapport à la hauteur du bâtiment des acrotères, où on distingue différentes possibilités. J'ai maintenant parcouru l'ensemble des paramètres qui vont permettre alors d'aller pointer les valeurs de dépression qui correspondent à mon bâtiment. Je termine donc ici la première étape de l'approche de l'action du vent. La deuxième étape, c'est de déterminer en quoi consistent les zones de rive et d'angle, quelles sont leurs dimensions. Pour cela, vous trouverez dans la unité 280
une figure avec des formules qui permettent de déterminer les dimensions des zones de rive et d'angle en fonction de la hauteur, de la longueur et de la largeur du bâtiment. C'est un cas simple d'un bâtiment rectangulaire. Ce n'est pas toujours le cas. Les bâtiments ne sont pas toujours rectangulaires et symétriques. Et à ce sujet, vous trouverez dans la unité 280 une figure pour un bâtiment en forme de L, qui est un premier cas de figure d'un bâtiment en forme complexe. Et pour d'autres formes complexes, avec des courbes, des dénivelés, etc., vous trouverez un dossier du CSTC, entre-temps devenu article Buildwise 2016. Vous trouverez d'autres cas de figure et formes de bâtiments. Une autre manière de réaliser ces deux premières étapes de détermination de l'action du vent et de détermination des dimensions de zone de rive et d'angle se trouve sur notre site web, à nouveau dans la rubrique outils de calcul, où vous pourrez trouver un autre logiciel, Wind Interactive, qui vous permettra d'encoder les différentes données de votre bâtiment, les dimensions, la pente de la toiture, etc. et qui vous donnera alors un aperçu des charges par zone de la toiture avec les dimensions des zones pour des bâtiments de forme simple et sans tenir compte des coefficients de sécurité, puisque c'est un logiciel qui sert pas seulement pour les toitures, mais également pour les autres éléments de l'enveloppe du bâtiment. Donc, le coefficient de sécurité peut différer en fonction de la partie de l'enveloppe qui est considérée. Pour les toitures plates, c'est un coefficient de 1,25 qui devra être appliqué aux charges obtenues par le logiciel. C'est également important de bien paramétrer la surface d'influence à 1 mètre carré pour le coefficient de pression CPE. Donc 1 mètre carré plutôt que 10 pour les toitures plates. On voit ici un premier visuel pour une direction de vent. On peut alors répéter le calcul pour les autres directions pour avoir l'ensemble de la cartographie des actions du vent sur la toiture. Je vais maintenant parler de la troisième étape, qui est le contrôle de la résistance au vent du complexe toiture. Cette stabilité au vent peut être assurée soit par une adhérence suffisante des couches entre elles, ainsi qu'une cohésion suffisante de chacune des couches pour les toitures posées en adhérence, par une fixation mécanique suffisante de l'isolation et ou des autres couches, de l'étanchéité en fonction du cas. C'est également possible de lester la toiture, donc il faut une couche de lestage suffisamment lourde pour assurer la résistance au vent. Cette couche de lestage peut être combinée à une adhérence. Si l'adhérence du système est insuffisante, elle peut être complétée par une couche de lestage. Ce n'est pas le cas de la fixation mécanique. Les fonctionnements d'une fixation mécanique et d'un lestage sont différents. On ne peut pas combiner les deux. Le lestage pourrait risquer d'être déplacé, ce qui ferait que chaque fixation mécanique serait chargée de façon supplémentaire. Les systèmes fonctionnent un peu indépendamment, donc ils ne sont pas combinables. Dans le cas d'un complexe posé en indépendance et donc lesté, il faut prévoir une couche de lestage suffisante pour reprendre la charge de vent, mais aussi qui soit autostable au vent. Pour ce qui concerne la charge du vent, je vais appliquer un coefficient de sécurité 1.1 sur la charge de vent calculée aux étapes précédentes. Il faudra évidemment que le support soit capable de reprendre cette charge supplémentaire du lestage. Pour ce qui concerne la stabilité au vent, la unité 280 reprend dans son chapitre 9 des tableaux qui donnent un poids ou un diamètre minimum pour que le lestage soit donc autostable. On voit ce premier tableau avec le poids minimum requis pour des dalles de lestage par exemple, et un deuxième tableau qui reprend le diamètre minimum requis dans le cas où c'est un gravier de lestage.
Donc ça, c'est pour les toitures lestées. Dans le cas de complexes toitures posées en adhérence ou fixées mécaniquement, il y a plusieurs sources ou plusieurs manières d'obtenir l'information quant à la résistance au vent du complexe toiture. Tout d'abord, la unité 280 propose des valeurs forfaitaires, sécuritaires, que vous trouverez ici dans un premier tableau pour les étanchéités bitumineuses. On voit donc des valeurs en pascal pour les différentes méthodes de pose, soudage, collage, etc., bitume chaud, qui est moins fréquent actuellement, et des valeurs en newton par fixation pour les fixations mécaniques. Donc ça, c'est une première manière d'avoir l'information sur la résistance au vent. Il y a un deuxième tableau également pour les membranes d'étanchéité synthétiques sous-facées, avec également donc des valeurs forfaitaires pour le collage et la fixation mécanique. Une deuxième manière, c'est d'utiliser une valeur de calcul issue d'un essai de résistance au vent, c'est-à-dire le résultat d'essai avec différents coefficients correcteurs. On voit ici un exemple, vous avez un rapport d'essai d'un laboratoire qui va détailler vraiment le résultat d'essai et, dans le cas de systèmes fixés mécaniquement, le calcul pour obtenir une charge en newton par fixation en tenant compte de différents coefficients statistiques, géométriques, coefficients de sécurité sur les matériaux également. Dans le cas d'un complexe en adhérence, il y a également un calcul qui sera réalisé avec un coefficient statistique éventuel et un coefficient de sécurité qui donne alors une valeur nette en pascal. Une troisième source d'information, c'est la documentation technique ou l'attestation d'aptitude à l'emploi des matériaux. Pour l'isolation, cette documentation donnera de l'information par rapport à sa cohésion et l'adhérence au support. Dans la documentation de l'étanchéité, on trouvera alors l'information par rapport à l'adhérence de l'étanchéité sur différents supports avec différentes techniques de pose. Cette approche est détaillée dans un article relativement récent, donc pour les toitures plates posées en adhérence. Vous trouvez cet article facilement dans la rubrique publication du site web de Buildwise. Donc cet article décrit en particulier l'approche pour les complexes toitures en adhérence et commence par rappeler l'influence de la qualité de la mise en œuvre sur la résistance au vent. C'est évidemment quelque chose d'important à se rappeler. Et puis l'article détaille un exemple concret pour expliquer l'approche. Par exemple, pour un complexe ici constitué d'une étanchéité synthétique collée en adhérence totale sur une isolation de type polyuréthane surfacée d'un complexe aluminium multicouche qui est elle-même collée en adhérence partielle par trait sur un pare-vapeur bitumineux qui, lui, est soudé en adhérence totale sur un support en béton. J'ai donc toute la série de couches et de techniques de pose pour chacune et je vais examiner une par une chacune de ces interfaces pour déterminer ma résistance au vent. Alors, je commence par l'étanchéité. C'est une étanchéité pour laquelle il existe une attestation d'aptitude à l'emploi. Je vais donc aller consulter cette attestation, un agrément technique par exemple, fictif bien entendu ici, pour un produit bien particulier. Je vais y retrouver des tableaux dans une rubrique résistance au vent avec différentes informations, comme ici, je vais retrouver les valeurs pour une adhérence totale sur une isolation PU parentée d'un complexe aluminium multicouche. Je trouve une valeur de 3300 pascal. C'est ma première information par rapport à la résistance au vent du complexe. 3300 pascal pour l'adhérence de l'étanchéité sur l'isolation prévue. Je continue, j'examine l'isolation. Il existe également une attestation d'aptitude à l'emploi.
Je vais aller l'examiner et j'y retrouverai également un tableau avec des valeurs de résistance au vent. J'examine ce tableau, je trouve la colle mousse PU que je compte utiliser. Je retrouve parmi les supports possibles un pare-vapeur bitumineux et la valeur correspondant à cette combinaison est 4000 pascal. Je peux donc continuer à compléter mon tableau avec cette valeur de 4000 pascal. Et puis, j'examine ensuite la couche suivante, le pare-vapeur, pour lequel un test a été réalisé en laboratoire. Je vais alors examiner le rapport d'essai du laboratoire, dans lequel je vais donc retrouver une valeur de résistance, tout coefficient inclus, en pascal. J'ai maintenant les valeurs de toutes les couches et interfaces. Je vais trouver la plus faible qui sera déterminante et donc la résistance de mon complexe toiture est de 3300 pascal pour cette combinaison particulière. On peut encore simplifier l'approche vent et ça fait l'objet d'un article récent, Simplifions l'étude de l'effet du vent sur les toitures plates, que vous trouverez également sur notre site web. Cet article peut être utilisé par exemple pour des petits chantiers pour lesquels il n'y a pas de bureau d'études ou de chef de projet et pour lesquels une approche simplifiée, sécuritaire peut être intéressante. Elle permettra alors une validation, vérification rapide sur base des valeurs forfaitaires dont j'ai parlé précédemment qui se trouvent dans la NIT 280. Ça implique évidemment que les règles de bonne pratique soient suivies et donc qu'on utilise pour coller une isolation une colle qui est prévue à ce sujet et qu'on l'utilise de la manière recommandée par le fabricant. C'est évidemment un principe de base qui est important. Et si on le respecte, on peut alors, compte tenu des valeurs forfaitaires, compter sur une adhérence de 2000 pascal pour les étanchéités en adhérence totale, qu'elles soient bitumineuses ou synthétiques, ainsi que pour les étanchéités bitumineuses en adhérence partielle. Il me suffit alors, sur base des tableaux de la NIT 280, de déterminer les hauteurs jusqu'auxquelles l'action du vent reste inférieure ou égale à 2000 pascal. Je vais donc pouvoir établir ce tableau qui donne des hauteurs maximales admissibles de toiture en fonction des zones du pays, donc en fonction de la carte de la Belgique et des 4 zones dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une distinction entre support étanche à l'air ou support perméable à l'air, avec une distinction selon la catégorie de rugosité de terrain de 0 à 4, dont j'ai parlé aussi précédemment. Et j'aurai alors les hauteurs maximales possibles sans calcul ou vérification, à condition donc de respecter les règles de bonne pratique. Les quelques slides qui précèdent concernaient les toitures posées en adhérence. Je vais maintenant m'attarder sur les toitures fixées mécaniquement, qui font l'objet de la NIT 239, que vous trouvez également sur notre site web. Pour cette approche des complexes fixés mécaniquement, je dois examiner quelle charge s'applique sur quelle couche. Et ça fait l'objet du tableau 16 de la NIT 239, où j'examine quelle couche est fixée mécaniquement. Est-ce que c'est l'étanchéité qui est posée en adhérence sur une isolation qui, elle, est fixée mécaniquement? Est-ce que une sous-couche d'étanchéité est fixée mécaniquement avec une couche supérieure posée en adhérence totale? Ou est-ce que j'ai affaire à une étanchéité monocouche qui est fixée mécaniquement avec, par son intermédiaire, l'isolation qui est également fixée mécaniquement? Le comportement sera différent et les charges qui s'appliquent sur les couches seront différentes en fonction du cas de figure. Je vais également examiner l'étanchéité à l'air du support et du système d'isolation ainsi que la présence d'un pare-vapeur qui, s'il est en pose libre, va répercuter les dépressions sur la couche d'isolation qui se situe au-dessus. Je ferai donc une distinction entre un système d'isolation
perméable à l'air sans par vapeur, un système d'isolation étanche à l'air et ou posé sur un par vapeur posé librement, ou une isolation sur un par vapeur collé au support et à joint de recouvrement étanche qui rend donc ce support étanche. En fonction du cas de figure, les charges qui s'appliquent sur chaque couche vont différer. Je vais examiner alors la répartition des fixations. Le nombre de fixations par mètre carré correspond à la valeur de calcul divisée par la résistance utile par fixation. Résistance utile par fixation qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est issue d'un résultat d'essai avec différents coefficients correcteurs. Je vais retrouver sa valeur dans un rapport d'essai ou un certificat d'une étanchéité, par exemple. Il existe également des valeurs de calcul forfaitaires que vous trouvez donc dans la unité 280. C'est également important de signaler qu'à côté du nombre de fixations par mètre carré qui est requis par l'action du vent, un certain nombre peut parfois être exigé pour la stabilité dimensionnelle du panneau d'isolation. Il faudra également alors en tenir compte pour fixer cette isolation. Je vais maintenant terminer avec un dernier point qui concerne l'évaluation in situ, donc d'une toiture plate existante. Ça peut être utile de connaître la résistance au vent d'une toiture existante si, par exemple, je souhaite la rénover et appliquer en adhérence un nouveau complexe isolation-étanchéité sur l'existant, qui doit donc être suffisamment résistant au vent. Je peux parfois aussi avoir besoin de vérifier l'adhérence, par exemple, d'un pare-vapeur qui a été posé sur une forme de pente à base de ciment, posé dans des conditions difficiles ou ce genre de choses, qui peut amener un doute sur l'adhérence effective du matériau. Ça fait l'objet d'un article récent, cette évaluation in situ de la résistance au vent. Alors, comment évaluer cette résistance? C'est possible avec un essai de traction in situ qui a été développé par Buildwise depuis maintenant pas mal d'années. Cet essai... Donc, il y a différents paramètres. Tout d'abord, on conseille de réaliser au moins 5 essais, voire plus, si on a affaire à une toiture d'une grande superficie, ou encore si les conditions de mise en œuvre diffèrent d'un endroit à l'autre et qu'on souhaite tester différentes zones de la toiture. Les zones testées doivent être choisies de façon représentative, donc réparties sur l'ensemble de la surface, ou peut-être plus concentré dans une zone pour laquelle on a un doute ou pour laquelle il y a eu des difficultés particulières. L'essai donc se réalise au moyen d'un dispositif de traction sur une plaque d'essai de 50 cm par 50 cm. Vous voyez sur la photo une idée du dispositif qui est un portique avec un vérin manuel qui permet donc d'appliquer une force de traction croissante jusqu'à la rupture. La vitesse de montée en charge est moins précise qu'en laboratoire avec une presse, par exemple, puisque c'est un dispositif manuel, mais elle est réglée avec un mouvement par seconde, donc à l'aide d'un chronomètre, ce qui correspond à un déplacement de la plaque d'environ 1,5 mm par seconde, qui correspond lui-même à 1000 à 1700 pascal par seconde environ, ce qui dépend des caractéristiques des matériaux, hein, par exemple la rigidité de l'isolation. Donc voilà un peu comment l'essai se déroule. C'est différent d'un essai en laboratoire et donc on s'est penché sur l'interprétation de cet essai et la corrélation entre l'essai en laboratoire pour pouvoir utiliser donc correctement le résultat d'essai. Pour ce faire, on a réalisé en parallèle les deux essais sur toute une série de configurations identiques, ce qui a amené à observer que le résultat de l'essai in situ est en moyenne 2,2 fois plus élevé que le résultat de l'essai en laboratoire, ce qui est assez logique puisque l'essai in situ consiste en un seul effort de traction continu jusqu'à la rupture, tandis que l'essai en laboratoire consiste en toute une succession de cycles, de tempêtes. Il y a donc un effet dynamique, un effet de fatigue qu'il n'y a pas dans l'essai in situ.
Même si on a pu trouver ce coefficient de 2.2, on observe une certaine dispersion des résultats et une variabilité de ce coefficient. C'est donc primordial d'également observer le mode de rupture, pas uniquement le résultat. L'observation du mode de rupture va permettre de détecter un manquement de la mise en œuvre, comme ici par exemple, on voit des traits de colle peut-être trop espacés, trop fins, irréguliers. On peut observer une quantité insuffisante de colle ou peut-être une pression insuffisante lors du collage qui fait que les traits sont trop fins. Ça permettra également d'évaluer l'état des matériaux et des techniques de fixation, peut-être de constater la présence d'eau dans le complexe, etc. Donc c'est également important. Cet essai va donc mettre en évidence des résistances extrêmes, soit élevées ou vraiment anormalement faibles. Pour les résistances intermédiaires, on va pouvoir interpréter conjointement le résultat, donc divisé par ce facteur 2.2, et en même temps examiner en détail le mode de rupture qui, avec l'expertise nécessaire, donnera alors une indication de la résistance réelle de la toiture en place. Voilà qui termine mon exposé. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez certainement pas à consulter notre site web où vous retrouverez donc les différents documents abordés et les outils également. À bientôt!